J'appelle tout de suite sur scène Monsieur Maurice Lévy, qui est le président du directoire de Publicis Group. Bonjour monsieur. Bonjour. Et qui changera bientôt de titre, puisque le groupe Publicis changera aussi de périmètre. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'idée, à l'occasion de cette journée de conférence des Échos, c'était à la fois de parler des tendances de fond, qui sont celles qui bousculent votre univers, et puis aussi quand même de vous interroger sur ce qui fait votre actualité, puisque le groupe Publicis, à peu près toutes les semaines, moi je reçois un communiqué de presse annonçant une acquisition. C'est souvent une petite acquisition dans un pays émergent, une acquisition pour se développer dans le digital. Par contre, cet été, vous nous avez tous surpris en annonçant une acquisition, une fusion, un mariage, une opération de très grande ampleur avec l'américain Omnicom. Et à l'occasion de ce mariage en plein cœur de l'été, ce que vous mettiez en avant, c'était le rôle de la technologie. Vous expliquiez que ce mariage était en grande partie dicté par la technologie. Ce que certains de vos opposants ont dit, c'était que finalement, ce n'était pas une question de technologie, c'était simplement pour être plus gros. Est-ce que c'est la taille qui compte ou est-ce que c'est en fait le bouleversement technologique qui vous a amené à lancer ce deal dont on parlera ensuite un petit peu plus dans le détail pour savoir où en est le calendrier? D'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je suis très heureux d'être là. C'est les deux. C'est d'une part la technologie qui est en train de bouleverser non seulement l'économie publicitaire, mais également l'économie des médias. Il faut bien voir un peu comment ça se passe. Il y a des patrons de médias autour de cette table et dans d'autres tables, et on voit bien, et ils le voient chaque jour dans leur compte, à quel point ça bouleverse non seulement la manière de communiquer, le contenu, la rapidité, la concurrence, mais également les recettes publicitaires. Donc, toute la technologie et ce qu'on appelle le numérique a un effet considérable sur l'économie de la communication. Le deuxième aspect, c'est qu'on se retrouve dans une histoire de grand nombre. Et quand vous regardez ce qui se passe, aussi bien, oui Carlo, pourtant d'habitude on ne voit que lui, il dépasse de la tête et des épaules, il fait 3,05 m, le voilà. Et donc, quand on voit ce qui se passe chez Google, chez Facebook et chez d'autres, on sait très bien que c'est la loi des grands nombres. Et si on veut se rapprocher et être un acteur dans cet univers, il faut pouvoir investir massivement, il faut pouvoir se transformer de manière régulière, et on est amené à jouer sur les grands nombres. La fusion avec Omnicom n'était pas un élément absolument indispensable, ce n'était pas la seule possibilité, c'en était une. Elle présentait un avantage très important, qui était celui de faire un rapprochement entre égaux, à UX, je précise, et non pas à OS. Et donc, ce rapprochement entre égaux permet d'avoir le portefeuille de clientèle le plus important au monde, permet de regrouper des ressources et des moyens considérables, et également de compléter l'arsenal des moyens de l'un comme de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en étant finalement aussi plus gros, d'être au bout d'un moment trop gros et de perdre en agilité face à des startups, des nouveaux acteurs qui certes sont tout petits mais sont parfois très rapides? Alors, ce risque existe, et il existe déjà, parce que si vous regardez la taille des startups par rapport à ce qu'est le groupe Publicis ou ce qu'est Omnicom, c'est un risque qui existe. Et il ne faut pas se voler la face. Il faut donc s'organiser pour pouvoir le contrebattre. La bonne façon de s'organiser, c'est de maintenir des unités de taille moyenne, petites parfois. Nous avons certaines unités qui font moins de 50 personnes dans le groupe. Et on sera amené à continuer à avoir ce type d'unité. Et c'est extrêmement important que l'on puisse développer des unités très agiles qui offrent à des hommes et des femmes des possibilités de se développer, de créer quasiment leur propre affaire, de se sentir propriétaire de cette affaire, et puis de se sentir profondément impliqué dans le développement de cette affaire. 5 mois après l'annonce du projet d'union, vous en êtes où? Où en est le processus réglementaire? Où est-ce que vous en êtes sur un... Alors, nous avions une quinzaine de pays ou de juridictions
auprès desquels nous devions déposer des dossiers et obtenir les autorisations sur le plan de la concurrence. La totalité des dossiers a été déposée et il nous reste 2 ou 3 autorisations à recevoir. L'une concerne l'Australie, sur laquelle il reste encore un bout de chemin, puisque sur l'Australie, il y avait 2 aspects, les investissements étrangers sur lesquels nous avons reçu la clearance, comme on dit, et puis la dimension concurrentielle, sur laquelle on pense qu'il n'y aura pas de problème sérieux. Il reste la Chine et l'Union européenne. Tout le reste a été réalisé sans problème et restera l'Argentine après la fusion. Est-ce que l'Europe et la Chine, ça s'annonce un petit peu plus problématique que les États-Unis, ou c'est passé visiblement comme une lettre à la poste? Si je crois les publications erronées qui ont été publiées et qui racontaient que nous avions 42% de part de marché aux États-Unis et puis un peu moins de 30% en Europe, théoriquement, si cette loi de l'erreur est maintenue, et si l'erreur est constante, cela ne devrait poser aucun problème. Aux États-Unis, vous n'avez même pas eu besoin de faire des concessions, de céder certains actifs? On s'attendait à une... Finalement, non, c'est passé? Non, ça s'est bien passé. Le principe aux États-Unis, c'est que vous déposez un dossier pour ce qu'on appelle le Hart-Scott-Rodino, et si après un délai de 30 jours, il ne pose pas d'autres questions et il laisse passer le délai, vous avez tacitement l'accord. C'est ce qui s'est passé. En Europe, le processus est très différent. Vous avez un dialogue avec la Commission sur le dossier que vous vous apprêtez à déposer. Et lorsque ce dialogue a été complété, vous déposez votre dossier. Et vous avez une phase 1 qui dure une trentaine de jours et qui, en ce qui nous concerne, va arriver à échéance début janvier. Et puis si, au cours de la phase 1, pendant laquelle ils font un test de marché, ils estiment avoir besoin d'un prolongement, il y a encore 90 jours possibles. Donc vous vous attendez à ce qu'il y ait besoin de ce qu'on appelle souvent des remèdes, que vous soyez... Non, nous ne pensons pas. Nous pensons que nous ne devrions pas avoir de problème avec l'Union européenne, de même que si nous nous basons sur les propos d'un expert en matière de marché sur la Chine, en l'occurrence mon cher ami Sir Martin Sorel, nous ne serions que le numéro 2 en Chine, donc cela ne devrait pas poser de problème. Pourquoi alors certains évoquent un retard par rapport au calendrier initial? C'est juste pour vous mettre de mauvaise humeur, ou c'est parce que ça ne me met pas de mauvaise humeur, c'est tout simplement parce que personne ne peut dire ce qu'est le véritable délai quand vous faites une opération de cette nature. On ne peut pas, par avance, dire combien de temps ça va prendre, d'autant plus que nous attendions sur la Russie des délais beaucoup plus longs et les choses se sont passées finalement assez bien. Et sur la Chine, tout va dépendre de la bureaucratie chinoise et du temps qu'ils mettront à étudier le dossier, en sachant qu'ils ont énormément de dossiers à étudier. Votre objectif aujourd'hui, c'est d'être opérationnel quand? C'est que le nouveau groupe puisse entrer véritablement en fonction à partir de quelle date? Le plus vite possible. C'est une situation qui présente un certain inconfort. Les équipes attendent d'être fixées sur leur sort. Une opération de cette nature suppose quelques aspects de réorganisation, notamment au niveau du corporate. En ce qui concerne les opérations purement concurrentielles, c'est-à-dire le réseau Publicis, BBDO, Saatchi ou TBWA, Léo Burnett ou d'autres, ou Starcom ou Zenith Optimedia ou PHG, ce sont des réseaux qui se font concurrence, qui fonctionnent de manière complètement indépendante et qui, eux, ne sauraient souffrir des problèmes de délai. Donc, théoriquement, ils n'en subiront pas beaucoup de conséquences. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque vous annoncez une telle opération,
On attend que ça se mette en route rapidement. Il y a à la fois un peu de frénésie, un peu d'inquiétude, et donc il faut pouvoir aller vite, et c'est dommage qu'on ne puisse pas aller beaucoup plus vite. Quand on fait une fusion, c'est aussi pour réduire ses coûts en général, on recherche des synergies. Souvent, ça provoque aussi des inquiétudes au sein des équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette phase où finalement tout le monde se demande où va tomber la hache, quelles têtes vont être coupées? Et est-ce que, d'après vous, pour que ça soit une fusion efficace, il va falloir effectivement faire des réductions de coûts assez importantes et sabrer dans les effectifs? Alors, il y aura des réductions de coûts importantes. On ne sabrera pas dans les effectifs et il n'y aura pas de hache, sauf hashtag. Il n'y aura pas de hache pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez comment est-ce que nous sommes organisés, nous avons des réseaux, nous avons des groupes qui fonctionnent de manière autonome, et nous n'avons pas prévu de fusionner BBDO avec Publicis ou DDB avec Saatchi. Donc le gros de ce qui pourrait provoquer des restructurations ne se fait pas. Là où il va y avoir effectivement des opérations de restructuration et de réorganisation, c'est au niveau corporate. Le niveau corporate, pour ceux que ça peut intéresser, c'est 240 personnes aux États-Unis et en Angleterre chez Omnicom, c'est 90 personnes en France chez Publicis. Compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, on n'envisage pas de perdre un seul élément dans les 3 prochaines années. Donc, franchement, penser qu'il peut y avoir une hache qui va s'abattre, je pense que cela ne se produira pas. Donc, pas de sang sur les murs, mais alors d'où vont venir les réductions de coûts? En revanche, voilà, c'est ce que j'allais dire, en bon français, non pas par contre, mais en revanche, les synergies vont venir de 2 endroits. La première partie va venir de la masse du volume des achats qu'ensemble et des frais généraux qu'ensemble nous encourons. C'est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. Nous avons prévu 500 millions de dollars de synergie. Si on ne réalisait là-dessus que 5 à 6%, nous aurions déjà quelque chose comme 250 millions de dollars. Si par ailleurs, dans les synergies positives, qui sont celles qui vont générer de la croissance, de la rentabilité par le croisement de nos opérations, par la masse critique que nous allons avoir, eh bien, ma foi, les autres 250 millions de dollars vont se trouver assez facilement. Ce n'est donc pas une question d'effectifs. Et ceux qui connaissent Publicis et ceux qui me connaissent savent très bien que ce n'est jamais là-dessus que je joue pour assurer la rentabilité du groupe. Je joue sur les masses de coûts autres que les effectifs, parce que je pense que les hommes et les femmes, c'est ce qui fait la force d'un groupe, en particulier dans le domaine des services. Donc ma préoccupation première reste l'allègement des coûts, mais des coûts dans les achats de tiers parties et dans le fonctionnement des entreprises. Est-ce que vous pensez que cette opération de fusion qui vous fait d'un seul coup passer au premier rang, est-ce que vous pensez que ça peut réenclencher un cycle de consolidation dans le monde de la publicité qui est déjà, finalement, il y a déjà quelques géants qui se sont mondialisés assez vite. Est-ce que ça peut réenclencher un cycle ou est-ce que c'est plutôt la fin d'un cycle selon vous ? Quand on regarde les réactions des marchés financiers, on peut le penser, puisqu'on a vu que d'autres groupes ont vu leurs cours exploser, alors que nous avons été un peu plus lents à rattraper le rythme. Ça veut dire que les gens ont considéré que la fusion allait se faire et que ceci ne poserait pas de problème. D'ailleurs, les cours convergent bien et il n'y a pas de véritable question sur la fusion elle-même. En revanche, on voit que certaines sociétés considérées comme pouvant être des cibles potentielles ont vu leur cours progresser de manière assez spectaculaire, ce qui me réjouit pour leurs actionnaires.
Est-ce que vous pensez en particulier qu'une agence comme Havas peut tenir seule dans ce monde mondialisé avec des acteurs de plus en plus gros? Vous pensez que c'est inéluctable pour eux? Je vous suggère d'inviter Sorel, c'est le grand spécialiste du commentaire dans le secteur de la publicité. Moi, je m'intéresse modestement à Publicis, maintenant à Omnicom, à la manière de faire en sorte que cette opération se réalise dans les meilleures conditions, de faire en sorte que nous obtenions les autorisations qui restent à obtenir. Et il y a là-dessus un élément extrêmement important qui va être tout le parcours auprès des autorités financières, que ce soit le New York Stock Exchange, la SEC, mais que ce soit aussi ce qui se passe en Hollande et en France, puisque nous comptons être enregistrés, notre siège social sera européen. Au passage, numéro 1 et numéro 2 mondiaux seront européens, ce qui, je crois, n'est pas si mauvais que ça pour l'Europe. Et puis, par ailleurs, nous voulons être inclus, enfin, nous le souhaitons, et on fera tout pour dans l'indice CAC 40 et l'indice S&P 500. Donc, ce sont des éléments très importants et il va y avoir pas mal de négociations encore à faire. Alors, peut-être que ça n'est que symbolique, mais c'est vrai que cet été, certains disaient Maurice Lévy est quand même vraiment très très fort. En France, on n'a pas voulu que Dailymotion soit vendu à des Américains. Par contre, on a laissé Publicis être vendu à des Américains. Pardon ? Vous n'avez pas entendu ça cet été, personne ne vous a dit ça. Finalement, vous aviez cédé, bradé un actif, bien vendu, peut-être pas bradé, mais bien vendu un actif français, que le groupe demain serait plus américain et n'aurait plus véritablement de racines européennes. Ça, c'est très amusant, si j'ose dire. C'est amusant à moitié. Voilà une société américaine qui est le numéro 2 mondial, qui fusionne avec le numéro 3 mondial. Ensemble, elles vont former le numéro 1 mondial. Le siège sera en Europe. Il ne sera pas aux États-Unis, il ne sera pas à Shanghai, il sera aux Pays-Bas. C'est donc déjà une société européenne. D'autre part, quand on regarde les équilibres dans le management et quand on regarde les équilibres dans le conseil d'administration, c'est paritaire. Parce que c'est une fusion entre égaux. Et ça restera paritaire. Donc, les commentaires aigris de certains ne me gênent pas. Le pouvoir de décision sera peut-être de plus en plus à New York, le marché de la publicité. Le marché de la publicité est à New York. Le marché de la publicité est aux États-Unis, on le sait bien. Le marché de la publicité, quand vous regardez ce qui se passe, se dessine et se décide aux États-Unis. Vous avez 75% à peu près, entre 75 et 78, je ne sais pas trop bien compter, des décisions d'alignement mondial, c'est-à-dire des gens qui prennent la décision d'affecter un budget à l'échelle mondiale qui se prennent aux États-Unis. Ce sont soit des sièges américains, de sociétés américaines mondiales, soit des états-majors qui se situent aux États-Unis. Vous avez même des décisions de sociétés japonaises qui se prennent aux États-Unis. Et donc, si on prend Sony, vous prenez Sony Corp, pour toute la partie film, la décision se prend à Hollywood, elle ne se prend pas à Tokyo. Donc on voit bien que les États-Unis jouent un rôle important. Ça représente aujourd'hui 47% du chiffre d'affaires de Publicis, ça représente un peu plus de 50% du chiffre d'affaires d'Omnicom et ça va représenter 50% du nouveau groupe. Je suis très fier que ce nouveau groupe ait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Je suis très fier que Publicis ait réussi à faire en sorte de se développer à partir d'une société qui, il y a moins de 20 ans, avait 60% de son chiffre d'affaires en France et qui se retrouve avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par je ne sais plus combien et qui ne représente aujourd'hui que moins de 10% en France. C'est la preuve de la vitalité de ce groupe, de sa force et de sa capacité d'attraction de grands clients internationaux. Si cela devrait me conduire à avoir honte, je peux vous dire que j'en suis fier. Deux petites questions, et puis après on aura peut-être le temps aussi pour une des questions de la salle. Deux questions sur la conjoncture et un peu l'évolution structurelle du marché. Dans le numérique, on le constate, numérique rime souvent avec baisse des prix.
il y a une pression, une augmentation de la concurrence, baisse des barrières à l'entrée. Est-ce que dans la publicité, vous pensez que finalement, il y a un boom de la demande, il y a de plus en plus de supports, mais que la logique à terme, c'est que les prix continuent de chuter, voire de s'effondrer dans le monde publicitaire? Est-ce qu'il va falloir, pour vous, évoluer dans un univers de plus en plus déflationniste? Je pense que plus que la baisse des prix, c'est la transformation. Alors la transformation implique dans un certain nombre de domaines une baisse des prix, c'est vrai. Mais si vous savez enrichir votre produit, vous réussissez à ce moment-là à apporter de la valeur ajoutée qui fait que non seulement votre rentabilité peut s'améliorer, mais elle peut être très largement supérieure à ce qu'elle était au préalable. Et puis surtout, vous élargissez de manière extrêmement importante la palette des services. Si je prends l'exemple de Publicis, et je parle de Publicis tel que nous sommes aujourd'hui. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le premier prestataire dans le domaine du e-commerce. C'est-à-dire que nous implantons plus de services et plus de sites e-commerce et de prestations e-commerce que ne le fait Accenture. Et donc, on voit que de la notion de pure communication, nous sommes passés à celle de marketing, nous sommes ensuite passés à celle de sales, des ventes, et nous sommes passés donc de la transaction et à celle aussi de la gestion de systèmes beaucoup plus complexes. Et de ce fait, la ligne ou l'horizontalité sur laquelle nous travaillons est beaucoup plus riche que celle que nous avions hier. Donc nous sommes, j'allais dire, nous émargeons au budget IT, au budget communication, au budget marketing et au budget des ventes. Donc on voit bien que si l'on reste sur le créneau sur lequel nous étions sans se transformer, le système économique ne peut que conduire à pire qu'une déflation, une régression. Et régression de nos chiffres. La seule façon de battre cette régression qui est inévitable, c'est de se transformer, de transformer la nature des services que nous apportons à nos clients, d'élargir la palette et d'enrichir très fortement la notion des services que nous apportons. Un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est celui de Uniqlo. Uniqlo nous avait demandé aux États-Unis de faire le site de relation avec les consommateurs pour les commandes, et nous n'avions fait que ce qu'on appelle le front-end. Et puis, progressivement, ils nous ont demandé de tout faire. Et puis, encore tout récemment, ils nous ont demandé d'élargir la palette, non seulement sur le Japon, mais sur le reste du monde. Et donc, nous sommes devenus le principal prestataire dans cet univers. Nous ne sommes pas transformés en SS2I, et nous ne le ferons jamais parce que nous n'en avons pas les compétences, mais nous enrichissons le service de manière à ce que, de A à Z, toute la prestation reliée à un consommateur puisse être tenue par nos services. Dernière question, si on revient juste sur le marché publicitaire en tant que tel, comment est-ce que vous voyez la conjoncture en cette fin d'année, et puis peut-être 2 mots de perspective sur 2014, sur les grandes zones? Est-ce qu'il y a une dichotomie? Est-ce qu'il y a des zones du monde où ça va très bien et d'autres où ça va continuer d'aller mal? Comment est-ce que vous voyez l'année qui s'annonce? Jusque-là, on avait une conversation très sympathique et avec plutôt une tonalité positive. La tonalité va changer, malheureusement. Si on regarde d'abord près de chez nous, ce qui se passe en ce moment, et on a eu la publication des chiffres de l'IREP il y a quelques jours, où on a vu qu'il y avait une baisse au 3e trimestre. Le 4e trimestre n'annonce pas un redressement spectaculaire. Là, vous parlez du marché français. Oui, plus près de chez nous, c'est là. C'est effectivement le marché français. On sent un marché faiblard, un peu déprimé. On sent des consommateurs qui ont perdu l'envie, qui sont inquiets. On n'est plus seulement dans la petite déprime habituelle des Français qui sont toujours en train de râler et de s'interroger. On a l'impression que c'est un peu plus profond.
et on a l'impression qu'ils ont des difficultés à voir ce que sera l'avenir. Ça, c'est sur le marché français. Sur le marché européen, malheureusement, les choses ne se portent pas beaucoup mieux. Tout ce qui est au sud de la Belgique va mal, avec marché français un peu mal, mais l'Espagne et l'Italie beaucoup, beaucoup plus mal, avec des baisses d'investissement publicitaire à 2 chiffres. L'Angleterre connaît un rebond assez spectaculaire et assez inattendu, je dois dire, avec des progressions de chiffres au 3e trimestre qui ont été qui ont surpris tous les observateurs, et puis un 4e trimestre qui s'annonce encore très bon. En revanche, l'Allemagne, qui pourrait avoir une remontée spectaculaire, ne la connaît pas, tout simplement parce que les Allemands misent davantage sur l'export que sur la consommation interne, et qu'il y a toujours cette réticence à investir sur la demande. En ce qui concerne les États-Unis, les choses continuent de se porter plutôt bien, avec des progressions qui se situent au-dessus de 4%. L'Amérique latine est très variable, avec une petite déception sur le Brésil, du fait des mécontentements que l'on connaît dans les rues. Et ils ne portent pas des bonnets rouges, mais ils font exactement la même chose que les Bretons. Et puis, en ce qui concerne l'Asie, 2 pôles qui sont, pour des raisons différentes, un peu moins allants qu'ils l'étaient il y a encore un an. C'est l'Inde qui connaît quelques troubles internes, et qui n'a pas encore réglé un certain nombre de leurs difficultés budgétaires, et puis la Chine qui est en train de se repositionner, de repositionner son plan. La Chine, c'est un problème purement temporaire de quelques mois, et tout le monde est confiant sur ce qui peut se passer en Chine en 2014, mais la fin de l'année est moins souriante que ce que nous connaissions. Monsieur Lévy, merci beaucoup. J'ai dépassé mon propre temps de parole. Je sais que vous devez partir à la demi très précisément, donc malheureusement pas le temps pour une question. Je vous prie la salle de m'en excuser. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Bonne journée.